version longue, cette semaine, je reçois Mme Sylvie Gamache, la directrice générale de la Fondation Gisèle Faubert. On a eu une super belle discussion, en fait, sur ce que fait la Fondation. La Fondation travaille, en fait, sur deux pôles. Historiquement, en fait, depuis la création, il y avait tout le temps cette volonté de donner de l'argent, d'aider, en fait, les familles avec des enfants ayant des maladies ou des troubles, avec des besoins spéciaux. Et ça, ils font toujours ça. Mais depuis quelques années, ils sont vraiment sur le projet de bâtir une maison de soins palliatifs à Mercier. Et sont toujours en levée de fonds là-dessus. On va parler de ce que ça prend, en fait, comme argent, comme travail derrière ça, les besoins, en fait, pour la région, en fait, de soins palliatifs. C'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Donc, j'ai eu une super belle rencontre avec Mme Gamache et j'espère que vous allez apprécier notre discussion. Comme j'ai dit quand tu es arrivé, tu sais, des fois, c'est ça, il y a des... Je veux dire, la Fondation Gisèle Faubert, je la connais. Tu sais, ça fait longtemps, puis, tu sais, des fois, je cherche des invités, puis... Des fois, c'est ça, c'est comme trop proche en dessous de mon nez que je m'en rends même pas compte. Puis, fait quand ma patronne m'en avait parlé, je disais, ah ben oui, il faut les inviter, Surtout qu'il y a des gros projets là, qui sont en cours. On va y arriver en temps et lieu, mais avant de parler de la Fondation Gisèle Faubert, je pense qu'il faudrait parler de Gisèle Faubert un peu. Hein, c'est la mettre en place. Peut-être si des gens la connaissent pas, parce que quand même connue dans la région, là, mais peut-être expliquer un peu c'était qui cette dame. Bien, en fait, effectivement, puis merci de nous donner l'opportunité d'être ici puis d'en parler parce que oui, avant tout, la Fondation part de Gisèle Faubert, fait que c'est important là, de mettre les bases avant de continuer dans l'histoire. Fait qu'en fait, bien, Mme Faubert, c'était une résidente de Mercier, une femme qui a toujours été super impliquée dans la communauté, qui faisait beaucoup de bénévolat. Fait qu'elle était connue puis reconnue pour son apport à la communauté. Elle a eu l'opportunité, en fait, de gagner à la loterie. Oui. Et à ce moment-là, évidemment, hein, tout le monde a beaucoup de projets pour toi. Tout le monde... Bien, c'est ça. C'est parce que je m'en rappelais, moi, c'était en 99, fait que j'avais 14 ans, mais j'étais très conscient. Tu sais, moi, je viens de Sainte-Martine, juste à côté de Mercier, puis fait que tout le monde... On dirait que tout le monde parlait de Gisèle, tu sais, c'était le plus gros lot à l'époque, fait qu'on dirait que c'était dans les médias, ça roulait constamment, puis... Je me disais, puis j'entendais parler que ça faisait beaucoup achaler, tu sais, évidemment, le monde, tu gagnes un si gros montant, là, les gens, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ça, mais à un moment donné, ça doit être dur aussi, tu sais, de dire, je peux pas dire oui à tout le monde, parce que même si c'est 20 millions, ça peut passer vite. Oui, puis effectivement, Mme Faubert a eu le réflexe, en fait, de se retirer. Ouais. Pendant 6 mois, on la voyait plus. Ouais. Elle a eu besoin de faire ça parce qu'effectivement, tout le monde l'approchait, tout le monde avait des idées, tout le monde voulait a piece of the cake, hein, comme on dit. Tout le monde voulait un petit morceau. Puis, elle s'est vraiment servie de son expérience personnelle, de ce qu'elle avait vu, parce qu'elle donnait, tu sais, elle travaillait beaucoup, elle faisait beaucoup de bénévolat. Oui, c'est ça. Fait qu'elle flirtait avec le communautaire, oui, tu sais. Fait qu'elle voyait. Oui, c'est ça, des besoins. Exactement. Puis, ce qui l'avait le plus touchée, c'était de voir qu'il y avait une inéquité au sein des enfants malades qui ne pouvaient pas recevoir certains services ou certains soins parce que les parents n'avaient pas les moyens de prendre ces services-là en privé ou de débourser. Parce que, oui, on a le système de santé qui est là pour supporter plein de choses, mais il y a certaines affections qui font que des fois, tu pourrais bénéficier d'un service spécialisé, d'un équipement spécifique. Ouais, ça, c'était pas couvert. OK. C'est ça. Il y a des zones un peu grises. Puis même, j'imagine, des fois, bon, il y a Sainte-Justine qui est un pôle, mais des fois, l'enfant doit aller là pour des jours de traitement, mais la famille, là, je sais qu'il y a la maison McDonald's, il y a des affaires, mais il y a quand même des déplacements, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Oui, il y a des frais encourus. Oui, les frais encourus par les familles, puis c'est ça, fait que cette mission-là, elle est encore là aujourd'hui à la Fondation. On aide encore des familles, mais comme tu dis, ça peut aller de très petit à très grand. Ça peut être justement aider pour du transport, des déplacements, mais ça peut être aussi une chaise adaptée pour un enfant qui a de la dystrophie musculaire. Fait que ça va de petit à grand. Il y a toutes sortes de besoins. Fait que c'est tous ces besoins-là qu'elle voyait. Puis elle s'est dit, c'est pas vrai que des familles et des enfants ne pourront pas bénéficier de ce qu'ils ont besoin
parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Oui, c'est ça. Donc, elle a décidé d'en faire un cheval de bataille. Est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé, l'idée de faire une fondation? Là, j'imagine elle a dû s'entourer aussi. Là, tu ne pars pas ça. Bien, en fait, suite à sa réflexion, ça a vraiment démarré de façon familiale dans le sous-sol de la maison. Okay. C'était les enfants de Mme Faubert, son entourage, sa famille immédiate, les Bru, beaux-frères, tout ça. Fait que c'était vraiment une fondation familiale pour venir en aide à des familles. Okay. Fait que c'est vraiment commencé comme une fondation privée où c'était ça le but de la mission et puis on travaillait pour aider des familles. OK. Et là, bon, ce truc-là est toujours là. Ça fait... Mais la fondation, l'as-tu commencé quand même rapidement? Elle est née en 99, la fondation. Fait que c'est ça, très rapidement. Là, elle n'a pas tant hésité. Après son 6 mois de repos, ça a quasiment été... OK, fait que... En septembre 99, en fait. Ça a été rapide. Oui. Donc, bon, ça fait plusieurs années. Comment ça a évolué un peu, cette fondation, à travers le temps? Bien, ça a toujours été une fondation, familiale, à travers les années, continuer d'aider les familles, recevait des demandes et on aide encore aujourd'hui non seulement les familles de la région, mais on reçoit des demandes de partout, de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, parce que les besoins sont immenses. Donc, c'est sûr qu'on continue de se concentrer parce que majoritairement, les gens nous connaissent ici. Mais c'est pas étonnant qu'on reçoive des demandes de Montréal, d'un peu partout parce que les besoins sont de plus en plus criants dans tous les domaines. Fait qu'à ce moment-là, la fondation a continué. Et puis, ça continue à rouler vraiment comme une fondation privée jusqu'en 2013. C'est un moment charnière. Mme Faubert a été diagnostiquée avec un cancer. Et à ce moment-là, elle a eu l'opportunité, dans sa malchance, je dirais, d'avoir une place dans une maison de soins palliatifs pour terminer sa vie entourée des gens qu'elle aime. Elle a pu aller à la maison de Vaudreuil, à Hudson. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu, elle s'est dit, tous les bienfaits que ça apporte. Fait qu'à ce moment-là, l'idée de la maison de soins palliatifs est née, puis la fondation est devenue une fondation publique. Aujourd'hui, on est enregistré. Fait qu'on est vraiment rendu à un autre niveau de fondation, justement pour continuer cette mission puis être capable de l'amener à bien. Peut-être juste expliquer, là, justement, parce qu'on parlait de fondation privée versus publique, mais techniquement, comment, quoi, y a-t-il des si grosses différences? Ou... Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que quand on devient une fondation publique, on est enregistré là, au registre des entreprises. On est enregistré selon une charte fédérale. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment des règles comptables et des règles de gouvernance qui sont surveillées, regardées. Donc, nous, on doit produire des états financiers vérifiés à chaque année. Fait qu'on les gens n'ont pas à s'inquiéter, en fait, d'où va l'argent, parce que l'argent, elle est bien gérée, tout ça. Puis elle a toujours été bien gérée avant. On a été toujours une fondation quand même transparente, qui avait une bonne gouvernance. Mais là, en étant public, on est géré par un conseil d'administration. Fait que toutes les structures sont en place, plus toutes ces règles de gouvernance là, supplémentaires externes qui s'appliquent à ce moment-là à une fondation telle que la nôtre. Mais c'est ça, dans le fond. Mais puis privé, je veux dire, c'est correct dans le sens que c'était son argent. Puis dans le fond, mais... Fait que, sûrement qu'il y avait un comité, je ne sais pas comment ça fonctionnait avant un comité de sélection, puis ça devait tout le temps exister, mais en même temps, je comprends l'idée que c'est l'argent qu'elle a gagné, fait qu'elle a aussi le luxe de le distribuer comme elle le veut, c'est ça, mais en étant plus là, parce que là, elle est décédée, malheureusement. Mais en étant plus dans la fondation, j'imagine que c'est plus logique de justement de devenir public, d'être encore plus, d'avoir ces rapports-là donnés, cette transparence-là qui apparaît comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ça. L'argent, on a un tas d'argent, on le distribue tranquillement, puis voici comment, mais là, c'est ça. Fait que là, vous avez comme deux pôles, en fait. Là, on a comme deux missions maintenant. Oui, c'est ça. Les enfants malades et les soins palliatifs, fait que la fin de vie et quasiment le début de vie. Oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Oui, exact. Et avant de continuer, c'est ça m'intéresse, tu me l'as dit rapidement hors d'onde, mais un peu ton background, là, comment tu es arrivé à la fondation. Bien, en fait, tout d'abord, moi, la mission de la fondation m'interpelle parce que j'ai moi-même perdu ma mère d'une bataille contre le cancer. J'ai eu aussi des gens proches dans mon entourage, puis les statistiques parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on sait là, que 50% des gens vont éventuellement avoir besoin
de soins palliatifs de fin de vie. Fait qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Fait que déjà, de l'avoir vécu, c'est la mission qui m'interpelle. Ensuite, j'ai rencontré des gens dans le cadre de ma carrière où j'ai travaillé dans des entreprises locales, dont Hibert. Ouais, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré certaines personnes. On a développé une relation professionnelle et au-delà de ça, une belle relation d'amitié. Et puis, quand ils ont vu une opportunité à la direction générale de la Fondation et eux aussi siègent là, sur le conseil et tout ça, ils se sont dit, je pense qu'on a la personne toute désignée là, pour venir prendre la direction générale de la Fondation, ce qui fait que je suis là depuis le mois de mars 2023. OK. Puis là, ça se passe comment? Là, Super bien. Ouais. Ah oui, moi, je suis enthousiaste. Je suis excitée de ce projet-là. Et puis, plus j'avance dans le temps, dans le projet, il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent autour de ce projet-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de la Maison de soins palliatifs Gisèle Faubert, elle va desservir la Montérégie-Ouest. Donc, c'est pas un projet juste de Mercier-Léry, Châteauguay. Ouais. C'est un projet de communauté au sens large. Okay. Donc, cette mission-là, elle est vraiment là, elle est présente, puis je suis bien contente d'être là pour la représenter. Puis, est-ce que tu étais plus au privé, c'est ça, avant, là, ton Absolument. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu travailles comme au communautaire ou dans un OBNL, en fait? Absolument. Ouais, c'est ça. Fait, est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que t'en ressors, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui est différent ou pas, peut-être? Là? Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est une belle question. Tu sais, dans ma carrière, j'ai été beaucoup en gestion, en opération. J'ai été en service à la clientèle. Fait que j'ai vraiment différents outils dans ma boîte, dans ma trousse. Mais ce que je dirais, ce qui m'a amené au communautaire, c'est que souvent, quand on est en affaires ou qu'on travaille au privé, c'est toujours, oui, il faut faire des profits, puis c'est important. Sauf que moi, ce qui me remplit d'être là, c'est que c'est de redonner. C'est pour la communauté, c'est pour les gens. Donc, c'est d'être là en soutien, en support, puis d'accompagner des gens puis des familles. Ça vient vraiment me chercher. J'ai toujours aimé faire ça. Donc, ça vient comme raccommoder, si on dirait, mes valeurs de gestion, mes valeurs de performance ça. Et tout ça, avec une mission humaine. Ouais. Fait que ça vient vraiment marier les deux côtés. Puis pour moi, je trouve que c'est la plus belle place où je peux être. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, le rendement, c'est d'arriver à aider les gens. Oui. Puis de dire, là, j'en réussis de plus en plus. Fait que c'est là qu'on va chercher cette idée de rendement-là, j'imagine. Oui, exact. L'objectif est là, mais l'objectif est là pour redonner, pour contribuer à la communauté, pour aider des gens dans des situations X, Y, Z. Puis j'admire toutes les causes. Toutes les causes sont bonnes. Puis sans ces causes-là, ce que je me rends compte, c'est qu'il manquerait énormément de ressources dans la communauté pour les gens parce qu'on ne peut pas toujours compter sur l'appui de X, Y, Z. Il y a des choses comme ça auxquelles il faut contribuer. Puis en étant dans le communautaire, c'est ce que ça nous permet de faire, d'amener des situations au vu aussi des gens, de comprendre puis de faire réaliser qu'on a aussi une responsabilité en tant que société puis communauté de soutenir ces choses-là. Oui, c'est ça. Parce que, moi, j'ai couvert le communautaire beaucoup depuis mes 13 années ici, mais tu sais, c'est ça, souvent, il faut comprendre qu'il y a une partie, c'est peut-être pas, mais tu sais, il y a une partie comme dernier filet. Tu sais, il y a la communauté qui se met ensemble pour patcher les trous, là, si on veut, dire, il y a un manquement là dans notre coin, pourquoi on ne se met pas ensemble pour le faire? Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, en fait, le monde qui se met ensemble, qui essaie de mettre des ressources, leurs connaissances pour venir faire quelque chose dont on a besoin, puis qui va servir au plus grand nombre de gens possible. Tu sais. Exact. Il y a quelque chose de très intéressant là. On va rentrer dans le palliatif, parce que là, on flirte depuis tantôt. Oui, là, c'est la maison, mais peut-être expliquer, parce que, les soins palliatifs, c'est ça, on sait un peu c'est quoi, mais expliquer peut-être plus précisément, c'est quoi les soins palliatifs? Oui, puis en fait, je suis contente d'avoir cette tribune-là ce matin parce que plus tu parles aux gens, tu sais, il y a des perceptions qui sont là. Les gens se disent, tu sais, moi, je demande souvent aux gens, quand je te dis soins palliatifs, à quoi tu penses? Oui. Fait que là, c'est comme, je suis sur le bord de mourir, c'est le cancer. Oui, beaucoup de cancer. Beaucoup de cancer. Puis, en fait, même, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Québec, on a une alliance qui s'appelle l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Okay.
Et eux, ils ont fait justement un sondage avec Ipsos au printemps dernier pour aller justement sonder les gens sur le terrain. La perception. C'est quoi la perception? Okay. Fait que les soins palliatifs, en fait, on peut être en soins palliatifs pendant des années. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, on pense à un très court terme. C'est ça. C'est très court terme, ça amène à la mort. Ben, tu sais, la mort est imminente. Oui, mais c'est vraiment tellement plus que ça. Fait que ça peut être plus longtemps. Très longtemps, parce que les soins palliatifs, on dit que quelqu'un s'en va en soins palliatifs à partir du moment où le diagnostic de maladie, c'est une maladie qui est non guérissable et qui a un pronostic de fin de vie qui pourrait être établi. Ouais, dans le fond, on le sait qu'il y aura une date d'expiration quelque part. Ouais, ça joue sur notre pronostic de vie. Et il n'y a pas de solution pour guérir. Okay. Mais on peut être accompagné en soins palliatifs pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans. Ah oui, OK. Fait que dans le fond, dès qu'on est diagnostiqué avec une infection quelconque, bien, à ce moment-là, tu es déjà en soins palliatifs. Mais les soins palliatifs, ça veut dire quoi? C'est le traitement de la douleur, l'accompagnement, la gestion de la médication, le suivi de l'évolution de la maladie. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu ne fais plus rien, c'est terminé. Fait que c'est vraiment l'accompagnement dans l'évolution de la maladie. Parce que ce qui est important, c'est que c'est pas parce que tu as une maladie comme le cancer, parce qu'on le connaît, puis c'est peut-être la maladie la plus connue, mais ça peut être une maladie pulmonaire obstructive. Ça peut être plein de choses qui nous amènent à un pronostic de fin de vie qu'on sait qui va être annoncé. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que tu es malade que tu es obligé de souffrir puis d'avoir une vie misérable. Et c'est ça, les soins palliatifs. Okay. Les soins palliatifs, c'est d'aider les patients. Et non seulement les patients, parce que quand on prend en charge un patient, on prend en charge la famille. Ouais. Parce que c'est pas juste la personne malade qui est affectée, c'est les gens autour, c'est l'accueil de cette nouvelle-là, comment ça va se passer. Oui, exactement. Même si sur un long terme, il y a un changement de paradigme là, qui se passe. Oui, parce qu'on ne le sait pas. On ne se lève pas le matin en se disant, mon Dieu, il va peut-être me rester 4 ans et 3 jours à vivre. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait quand on entend soins palliatifs, c'est qu'il y aura une expiration. Ouais, c'est ça. Là, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on on a tous une expiration. C'est juste que... mais là, elle devient plus... Elle devient réelle, elle devient concrète. Là, c'est comme, exact. Puis il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a tout le côté émotionnel aussi. J'avoue, je réfléchissais même pas à ce côté-là. Oui. Mais oui, l'accompagnement... mais là, c'est ça. Fait on parle de maison, mais il y en a dans les hôpitaux. Il y en a, tu sais, peut-être... dans différents milieux. Oui, c'est quoi dans le fond, les soins palliatifs se donnent de diverses façons. De diverses façons, absolument. Puis dans le fond, dès qu'on a un diagnostic, en fait, on a une équipe soignante autour de nous. Donc, il y a le médecin qui va nous prendre en charge, mais on peut avoir avec des travailleurs sociaux, on a toutes sortes, une équipe soignante là, qui va s'installer autour de nous. Puis c'est vrai que les soins palliatifs, ça peut être un peu partout. Ça peut être donné en milieu hospitalier, ça peut être dans des CHSLD. Donc, il y a vraiment différentes institutions où les gens vont finir par aller rester quand leur condition ne leur permet plus d'être accompagnés à la maison, parce qu'on peut aussi être soigné en soins palliatifs à la maison. Ouais, okay. Puis ça, c'est un choix du patient, mais ça devient un choix de famille aussi. Oui. Parce que quand tu es en soins palliatifs à la maison, puis que ta maladie progresse, bien, ton salon devient une chambre d'hôpital. Puis là, bien, c'est les visites à tous les jours, c'est la prise en charge, c'est la surveillance des symptômes. Fait que ça devient une grande charge pour les proches. Oui, c'est ça. Il y a le côté aidant naturel aussi qui rentre là-dedans. Qui entre dans ça. Fait que oui, effectivement, dans le réseau, il y a différents endroits où on peut être hébergé en soins palliatifs. Oui, c'est ça, parce qu'on dirait que dans ma tête, c'était beaucoup l'hôpital ou CHSLD, l'espèce de trucs plus par l'État, mettons, plus géré là. Mais donc, c'est ça, ça peut aller dans diverses façons, comme les soins à la maison. Là. Oui, absolument. Parce que j'avoue, c'est ça, en réfléchissant, si ça dure des années, c'est parce que... j'imagine que c'est ça, tu es capable de fonctionner à un certain niveau. Là, exact. Fait que, c'est ça, donc la maison. Mais les dents naturelles, c'est intéressant parce que c'est un truc, des fois, qu'on oublie de parler. Quand c'est à la maison, là, tu deviens comme... Surtout si ça dégrade de manière rapidement, bien là, tu deviens à la charge de la personne. Puis ça peut être très lourd. Là, fait que, c'est ça, il
il y a des décisions à prendre. Absolument. Et là, il y a les maisons, en fait. Oui. Là, c'est là-dessus que vous planchez. Oui. Donc, c'est l'idée d'avoir un truc qui est externe au système de santé, mais qui est dédié à ça. Exact. Puis, dans le fond, c'est important de comprendre un petit peu, justement, dans l'ensemble du réseau au Québec, les soins palliatifs, c'est tous interreliés. Qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit à la maison ou qu'on soit dans une maison de soins, bien, il y a toujours une équipe soignante, il y a toujours des médecins, il y a toujours des infirmières. C'est le lieu qui change et la façon qu'on est accompagné. OK. Ouais. C'est sûr qu'idéalement, les hôpitaux, c'est des endroits où on devrait aller pour avoir des soins aigus. Quand on va à l'hôpital, normalement, on rentre pour se faire soigner puis être retourné à la maison. C'est ça le but. L'hôpital est là pour soigner et pas là pour héberger des gens en fin de vie. Oui, c'est ça. Et on voit déjà, avec le système de santé, on a déjà des difficultés au niveau de la disponibilité des lits de soins de courte durée en hôpital et tout ça. Fait que les maisons de soins palliatifs, non seulement elles sont là pour des soins de fin de vie, mais elles font partie du réseau de la santé au Québec parce que si nous, on n'était pas là, où iraient ces gens? Bien, c'est ça. Où iraient ces gens? En CHSLD, c'est la même chose. Ils ont fait des places. Normalement, c'est des centres d'hébergement pour des soins de longue durée. On le sait que c'est déjà ça. Mais les soins palliatifs, c'est une catégorie de soins à part. Parce qu'on sait que c'est une durée limitée et on le sait qu'immanquablement, cette personne va décéder. Fait qu'il y a un côté très émotif, il y a un côté de disponibilité. La famille, est-ce qu'elle peut être présente? Elle peut-tu arriver à n'importe quelle heure? Tu sais, il y a des situations où on arrive à un moment donné où il faut qu'on soit là, c'est le temps, c'est le moment, mais la flexibilité est différente dépendamment de l'endroit où on est. Oui, c'est bien. Écoute, ça me fait penser à mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans, donc en 2021, au printemps. Donc, la longue deuxième vague de la COVID. Puis il était à l'hôpital à Anna-la-Berge, puis c'était compliqué, là. Mais déjà, il y avait la COVID. Mais on était chanceux. Sa médecin a parlé à ma soeur, puis elle a dit, là, c'est là. Puis elle nous a donné le droit d'y aller, mais on avait le droit à une personne à la fois, puis on a pu y aller toute la journée, un à un. On se faisait l'espèce de tag. On allait en haut. Mais c'était ça. Puis, mais là, je chantais aussi avec la COVID. Là, je ne sais même pas si on avait vraiment le droit, mais la médecine nous avait dit oui. Là, il y avait comme une confusion. Effectivement. Puis les règles ont changé tellement de fois au courant de la pandémie. Puis là, moi, j'étais comme, je sais pas, la médecin nous a dit oui. Puis là, tu sais, en tout cas. Mais ça, bon, je leur en veux pas parce qu'il y avait le côté COVID, il y avait déjà des règles. Puis j'imagine déjà avoir à gérer tout. Ils sont débordés à l'hôpital. Ils vont gérer. Mais en tout cas, on a pu y aller un à un. Mais c'est ça, c'est que tu sens l'hôpital. Puis tu sais, c'est rien. Je leur enlève rien. Mais il y a quelque chose de stérile dans cet endroit-là, tu sais, d'un peu austère. Qui amène, je sais pas, qui amène un mood, juste un mood différent, tu sais. Mais je suis quand même content d'avoir, tu sais, on a réussi à tout aller voir mon grand-père, puis, tu sais, des fois, je sais pas si, tu sais, j'entends parler d'histoire, puis là, je l'ai vécu avec mon grand-père, parce que, c'est mon premier grand-parent qui est décédé, mais tu sais, tu sais, on sentait là, qu'il tenait à pas grand-chose, mais que le fait qu'on dirait que quand il a vu tout le monde, là, c'est là qu'il est parti. T'sais, c'est comme s'il s'accrochait à je veux dire au revoir à tout le monde. Il avait son plan, il savait. Il savait qu'il voulait dire un mot à tout le monde. T'sais. Puis là, il est parti. Mais c'est ça. C'est sûr que hors COVID, ça aurait été peut-être plus simple qu'on soit tous là en même temps. Mais il y avait quelque chose de stressant. On attendait puis on voulait tous y aller. Là, mais c'est ça. Mais là, dans le fond, la maison serait ça aussi, là, d'avoir des lieux, d'avoir un truc plus... familial. En fait, c'est ça la différence d'une maison de soins palliatifs versus un établissement de soins de santé. Ouais. Parce que, excusez-moi, ce qui arrive en établissement... Il y a des règles de vie, on n'a pas le choix, tu sais. Le service est de telle heure à telle heure, il y a un cadre plus rigide. Puis, comme tu disais tantôt, ce qui est important, les soins, ils sont là, il n'y a aucun doute. On le sait que les gens sont soignés, sont dans le bon milieu, ils ont le personnel autour, mais le personnel est moins disponible parce qu'ils courent partout, ils en ont plein les bras. Des fois, les lits de soins palliatifs sont sur des étages où il y a des lits de d'autres choses. Oui, c'est ça. Fait que
c'est pas vraiment juste consacré à ce type de soins-là. Puis ce que les maisons font, c'est qu'ils viennent combler, en fait, non seulement ça, mais un manque. Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais il y a 36 maisons de soins palliatifs au Québec et en moyenne, les maisons de soins palliatifs accompagnent 4000 patients et familles par année. OK. Fait que si ces lits-là n'étaient pas là, où ils iraient, ces gens-là? 4000 de plus à l'hôpital. Oui, puis quand on sait que la capacité, c'est déjà un enjeu, on le voit, tu sais, les taux d'occupation sont exponentiels, les gens, ils n'ont plus de place, sont dans des corridors. Puis, fait que c'est ça la réalité du système de santé. Donc, les maisons de soins palliatifs, c'est vraiment un milieu de vie. C'est comme si tu arrivais à ta dernière maison. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de... Les gens peuvent aller venir à leur guise. Les familles peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent. OK. Ils peuvent rester s'ils souhaitent. OK. Fait que c'est vraiment ta maison. OK, c'est ça. Ta maison pour être ensemble puis profiter au maximum parce que quand tu es rendu là, tout ce qui te reste, c'est du temps. Ouais. Et tu veux profiter au maximum du temps qui te reste dans le contexte et la façon dont toi, tu souhaites le vivre. C'est ça qui est important rendu là. Puis, mais ça, je ne veux pas trop revenir à mon histoire, mais on dirait que c'est parce que j'ai des flashs. C'est parfait. Mais tu sais, justement, je me rappelle de monter dans le corridor, puis, tu sais, c'est ça, tu es dans un hôpital, fait qu'il y a déjà quelque chose, tu sais, je sais que ma mère, elle stresse beaucoup à être à l'hôpital. Tu sais, fait que tu rentres, puis des lits, tu sais, il y a comme quelque chose qui est comme un peu déjà en stressant, tu sais, fait que c'est ça, tu rentres, puis tu sens pas que t'as comme... Non, il y a tout le temps une effervescence. Oui, c'est ça. Puis je comprends parce que tu as du monde qui ont vraiment des besoins de soins aigus, des trucs, des urgences, des patentes, puis c'est correct, mais ça amenait ce côté un peu... J'ai eu l'impression de sortir un peu de mon corps, d'arriver, peut-être que c'est comme un peu froid, de pas pouvoir en profiter tant, c'est ça. Mais là, bon... Cette idée-là, ce qui part de Mme Faubert en maison, mais tu sais, comment qu'on s'y prend concrètement de dire, OK, là, on a une fondation, il y a de l'argent, mais il faut en enlever plus parce que ça ne doit pas coûter 10 000 $. Là. Absolument pas. Puis je suis contente qu'on aborde ce sujet-là parce que, tu sais, tantôt, je disais, les gens ont une croyance ou une perception des soins palliatifs. Ouais. Bien, les gens aussi ont des perceptions et des croyances de comment ça se fait les choses. Ouais. Fait que c'est important souvent de revenir puis de dire aux gens, bien, voici comment ça se passe, puis voici comment on doit faire pour y arriver. Toutes les maisons de soins palliatifs sont gérées par des organismes sans but lucratif. Okay. Le gouvernement va contribuer à aider une fois que la maison est ouverte. Donc, ils vont donner des subventions, qui est un montant fixe par lit. Et cette subvention-là sert à payer le salaire des soignants, donc des infirmières, des auxiliaires et des préposés. Parfait. Ce qui veut dire que 100% des coûts de construction sont à la charge de la Fondation. Okay. Il y a zéro subvention, il n'y a rien. Okay. Tout est privé. Okay. Donc, c'est par des levées de fonds, des campagnes majeures, des initiatives, des gens dans la communauté qui disent, bien, regarde, moi, je vais t'organiser un tournoi de golf. Moi, je vais te donner de l'aide. Moi, je vais t'envoyer mes ouvriers. Ouais. Fait que c'est tout ça. Okay. Ce qui fait que le projet comme tel, pour nous, la campagne de financement, elle est de 6,5 millions. Quand même. Pour réaliser ce projet-là. Puis, comme je disais, ben c'est 100% à la charge de la Fondation. OK, c'est ça. Fait que ça, les gens ne savent pas nécessairement que c'est un organisme sans but lucratif puis que les sous, ben il faut les ramasser un par un. Oui. C'est ça. Fait que là, on multiplie mais les initiatives. Là, d'ailleurs, il y a un spectacle le 21 octobre. Oui, en fait, le 21 octobre. On peut le mentionner tout de suite, là, vu qu'on est là-dedans. Oui, absolument, mais on en reparlera un peu plus tard. Ça. Mais parmi les événements de levée de fonds, on en a des majeurs dans l'année, dont celui du 21 octobre qui s'en vient. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des projets de maisons de soins palliatifs, c'est des projets de très longue haleine. Oui, c'est ça. Si on regarde, on a nos voisins là, à Ville-la-Salle qui sont en train de terminer. Là, ils sont dans la construction. Eux autres, c'est la maison sur Saint-Louis. Mais le projet a démarré en 2011. Ah, quand même. C'est ça. Fait que les gens, des fois, se questionnent. Ils disent, bien, mon Dieu, ça prend donc bien du temps. Qu'est-ce qui se passe? Où va notre argent? Bien, l'argent est mis de côté. L'argent est là. On a 2,2 millions dans les coffres. Mais il y a encore... il faut quand même se rendre à 6,5 millions. C'est ça. Fait que
la COVID qui a aussi été un facteur temps qui nous a un peu ralenti, un peu comme tout le monde. Évidemment. Mais on n'est pas en retard dans le projet. Okay. Fait que c'est ça qui est important aussi. Je suis contente qu'on ait l'opportunité de pouvoir dire ça aux gens qui nous aident puis qui nous soutiennent. Puis, là, c'est un questionnement, parce que justement, on établit le 6,5 millions, mais on le sait que dans la COVID, les coûts de construction ont explosé, les matériaux, est-ce que c'est tenu en considération, tout à fait. Fait que au départ, là, le projet de construction comme tel était évalué autour de 4 millions. Okay, là, on est rendu à 5,5. Okay. Et pourquoi on fait une campagne de 6,5? Parce que, comme je parlais tantôt, c'est pas la journée qu'on va mettre la clé dans la porte et ouvrir la maison que le gouvernement va verser les allocations dans les coffres de la Fondation. Ouais. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir un coussin pour notre première année d'opération pour pouvoir ouvrir et commencer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même un coup que la maison sera ouverte, les subventions qu'on va recevoir pour les lits seront pas suffisantes pour couvrir l'entièreté des coûts d'opération de la maison. Parce que, comme je disais tantôt, ça paye les salaires des infirmières, des préposés, tout ça. Mais il restera toujours l'entretien, la cuisine, pelleter, l'électricité, les draps, les serviettes. Tout ça sera toujours à la charge de la Fondation. Fait qu'évidemment, il continuera d'avoir des événements de levée de fonds pour continuer à exploiter la maison parce que ça sera toujours un établissement privé où le financement viendra en partie du gouvernement pour les soins directs aux patients et le reste qui viendra de levée de fonds et de la communauté. Exactement. Okay. Et avec tout ça, là, je sais que vous êtes déjà, là, il y a comme vous êtes comme avancé un peu dans le projet, là, mais peut-être donner les grandes étapes, on est rendu où, là? Oui, tout à fait. Mais dans le fond, le terrain déjà acquis, il appartient à la Fondation. Et la maison va être située sur le rang Saint-Charles à Mercier, le 26 rang Saint-Charles. Donc, pour ceux qui sont du coin, qui connaissent ça, pas loin de la fromagerie Ruban Bleu. Oui, c'est ça, OK. Le Ruban Bleu. C'est un grand terrain de 150 000 pieds carrés. C'est un terrain en zone agricole. Et toutes les autorisations ont été délivrées par la CPTAQ, là, qui est la Comité de protection du territoire agricole du Québec. Donc, les choses sont... comme on dit, sont chill avec eux, tout est correct. Tout est bon. Fait qu'on travaille vraiment, là, on est rendu, on a fait l'étude de sol pour s'assurer de la solidité, où est-ce qu'on va construire. Les plans sont complétés à 99 et on a commencé, la semaine passée d'ailleurs, là, s'il y en a qui veulent aller voir notre page Facebook, j'étais sur le terrain, j'ai fait une petite vidéo live. Les gens de Sol-Nord étaient là pour faire l'étude pour le puits. Donc, vraiment, ce qui arrive, c'est que ces étapes-là, ça se passe toujours un peu dans l'ombre puis dans le silence, mais il faut les faire parce que tu ne peux pas arriver et dire « Hey, je construis ce matin. » c'est ça, on creuse là. On creuse, let's go, sors ta cuillère, puis arrive avec ta pépine, on fait la job. Mais non. C'est un gros building. Là, c'est un énorme building. Fait qu'il faut, puis non seulement ça, compte tenu qu'il y aura des soins de santé, mais il y a des règles au niveau de l'approvisionnement en eau, tout ça. Il faut avoir un débit. Fait qu'on a toutes ces règles-là qu'il faut s'assurer d'aller valider au moment de la construction. Et puis, il y a tout ça à prendre en compte. Fait que les choses avancent, ça va bien. Puis, comme je disais, nous, le projet est né en 2016-2017. Fait qu'on est comme à 8 ans dans le projet. On est loin d'être en retard. Fait que c'est important que les gens comprennent ça, qu'il y a des étapes importantes à réaliser avant qu'on puisse vraiment commencer la construction. Et vous espérez ça pour quand, la construction? On veut commencer en 2024. C'est pour ça que, il y a notre happening là, dont tu parlais le 21 octobre, mais il y a d'autres initiatives qui s'en viennent. Campagne majeure de levée de fonds, vraiment pour accélérer la cadence, aller chercher des contributeurs avec des dons significatifs pour être capable de commencer vraiment la construction l'an prochain et ouvrir en 2025. Yes, parce que là, il manque quand même... Là, vous êtes à 2,2, c'est 4 millions. 4 millions. Y a-t-il quelque chose de stressant dans dire il manque ce gros montant-là, on veut commencer en C'est 2024? pour ça qu'on se mobilise, qu'on est là pour en parler. Puis tout le monde, au niveau de la communauté, aura sa contribution à faire. Tu sais, que ça soit, comme on dit, on va la bâtir une brique à la fois avec l'aide de tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on regarde différentes stratégies. Il y a 10 différentes stratégies là, qu'on regarde au niveau de la campagne de financement. Donc, il y aura une approche sociofinancement, une approche communautaire, une approche avec des grandes entreprises, avec des donateurs privés
Fait qu'il y a vraiment toutes sortes d'angles. Et justement, on a un comité là, qui est assis et qui travaille sur ça pour faire les approches et puis, justement, venir bonifier et accélérer la cadence là, pour mettre l'argent dans les coffres. Ouais. Et... mais c'est ça, parce que... Mais là, je vais revenir, tu sais, tantôt, tu disais que c'est vraiment un truc régional, en fait, là, oui. Qui va couvrir, en fait, c'est pour la Montérégie-Ouest ou oui, c'est pour au complet? Ouais, c'est la ça. Montérégie-Ouest, parce que comment ça fonctionne? Nous, on est affiliés au CISMO, donc qui est le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. Ouais. Et non seulement on est associé au CISMO, nos lits et notre maison sont attendus parce qu'on a déjà l'approbation du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les lits dans la maison. Et le CISMO compte nos lits dans leur offre de services. Donc, c'est des lits qui sont nécessaires et attendus, d'où l'importance de se mettre en action et de commencer la construction parce qu'on sait qu'il y a déjà un besoin identifié dans la Montérégie-Ouest. Puis, ce qui arrive, on a la maison de Vaudreuil qui est là, à Hudson, qui, elle, a 12 lits, qui donne déjà un service à la communauté, mais malheureusement, qui ne suffit pas à la tâche. Ouais. Fait qu'il faut se répartir dans le territoire et de par son positionnement dans la Montérégie-Ouest, bien, toutes les autres MRC, donc comme Jardin-Roussillon, et puis surtout Jardin-Napierville. On sera jusque-là, là. Ouais, fait que les gens d'Hemingford, de Napierville... C'est loin Hudson. C'est loin Hudson pour aller se faire soigner. Puis aller visiter aussi. Puis aller visiter. Et ça, c'est un facteur tellement important. Je te remercie d'en parler parce que non seulement ça, notre territoire a une grande portion d'agriculture. Oui. Et les agriculteurs, on le sait, le nerf de la guerre, ils n'en ont pas de temps. Non. La terre, elle n'attend pas. La culture, elle n'attend pas. Les animaux n'attendent pas. Le travail, c'est du 7 sur 7 à tous les jours. Donc, ils se retrouvent dans un dilemme où, s'ils ont quelqu'un de malade, quand est-ce qu'ils peuvent y aller? Dans un cadre plus rigide comme l'hôpital ou un CHSLD ou une institution comme ça, bien, les visites, c'est de telle heure à telle heure. Tu n'as pas cette flexibilité. Et tu as la proximité qui est importante. Ouais. Fait que si la personne est à la maison de Vaudreuil puis toi, tu restes à Napierville, la proximité n'est pas tant là. Et comme je disais tantôt, ça affecte aussi la famille. Ça se peut que tu sois un jeune agriculteur avec des enfants qui jouent au hockey, qui font du ballet, qui ont des activités. Fait que comment tu fais? Là, tu arrives, tu es pris et tu veux amalgamer tout ça. Fait que tu es complètement déchiré entre... Mais il faut que la vie continue. J'ai mes enfants. J'ai la ferme où... mon entreprise d'agriculture qui a besoin de moi, puis j'ai mon proche, puis ma personne précieuse que je sais qu'à chaque fois qu'il y a une seconde qui passe, c'est une de moins qui reste. Comment on amalgame tout ça? Fait que la proximité, le temps et la flexibilité, c'est un facteur majeur. Fait que nous, en étant Mercier, on est vraiment au centre du territoire. Ouais, c'est ça. Pas trop loin de la 30, quand même. Fait qu'on vient donner de la proximité aux gens dans un moment charnière de leur vie. Puis ça, c'est vraiment important. Ah, exactement. Et, tu sais, c'est ça, comme je disais au début, moi, je viens de Sainte-Martine, donc j'étais conscient de Mme Faubert, la fondation, de toutes les années, mais là, comme vous dites, là, vous êtes en mode d'essayer de faire comprendre, justement, que ben, ça touche d'autres municipalités, que ça rayonne plus que le Mercier, ici, qu'on la connaît plus, pardon. Oui, effectivement. Mais donc, il y a ce travail-là aussi, j'imagine, d'aller un peu se montrer un peu partout. Tout à fait. D'aller chercher ces gens-là. Absolument. Puis, juste dans cette lignée-là, justement, on vient de terminer la tournée des MRC. Okay. Donc, on est allé présenter le projet à toutes les MRC de la Montérégie-Ouest. Évidemment, on n'est pas allé à Vaudreuil. Ils connaissent quand même notre projet, mais ils ont leur propre maison. Ouais, c'est ça. Et on est là en complémentarité, les fondations et les maisons de soins palliatifs. Donc, on a présenté aux 4 autres MRC, en particulier les MRC où c'est tellement loin et où il n'y a même pas de soins palliatifs sur leur territoire. Donc, Jardin-Napierville, MRC Roussillon, dont Mercier fait partie. On est à la MRC au Saint-Laurent et MRC de Beauharnois. Et on a eu la chance d'aller à la rencontre des élus, de présenter le projet. Puis, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ne peuvent pas aider un projet qu'ils ne connaissent pas. Non, ça, c'est sûr. Et étonnamment, il y avait des maires et des gens qui sont des élus, qui sont dans l'actualité, qui savent ce qui se passe, qui ne connaissaient pas le projet. Okay. Donc, d'où l'importance, comme tu dis, d'aller ailleurs dans le territoire, de faire connaître le projet et d'entendre aussi les gens qui nous racontent leurs histoires, comment ils ont vécu ça. Parce que quand tu abordes le sujet des soins palliatifs, comme je disais tantôt,
comme toi avec ton grand-père. Tout le monde vient avec son histoire. Exact. Oui. Fait qu'on a vraiment été à la rencontre de la communauté. Pour nous, c'est important d'être présent. Oui, puis c'est ça. Puis au moins qu'ils soient conscients, puis peut-être qu'ils activent des choses de leur bord, chacun dans leur municipalité. Absolument. De commencer des réflexions, de commencer à, tu sais, des fois, ils savent à qui parler aussi. Oui, qui nous aider. Qui pourrait aider, c'est ça, tu sais. Absolument. Là, j'avais une idée, je l'ai complètement oubliée, mais c'est pas grave, on va aller sur un autre sujet. Mais ouais, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça, je voulais aller sur les levées de fonds, tout ça. Est-ce que, parce que tu disais, on peut pas aider quelque chose qu'on connaît pas. Ça, c'est la base. Mais après ça, est-ce qu'il y a un stress aussi de... parce qu'il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup d'organismes. Tout le monde demande l'argent. Puis c'est toutes des bonnes causes. À un moment donné, est-ce qu'il y a un stress de dire, c'est ça, on va-tu réussir? Est-ce que le communautaire se cannibalise aussi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une réflexion? Bien, il y a une réflexion, absolument. Puis je suis contente que tu emmènes ça parce que justement, toutes les causes sont bonnes. Tous les besoins sont là. Ouais. Puis la communauté est beaucoup sollicitée. On a travaillé justement récemment ensemble. Bon, on sait qu'il y a d'autres grandes fondations. Là, je vous dirais majoritairement, là, on travaille étroitement là, avec la Fondation Dans la Berge, la Fondation des gouverneurs de l'espoir, puis la Fondation Gisèle Faubert. Ouais. On est quand même les 3 fondations là, les plus en vue de la région et tout ça. Fait qu'on s'est assis ensemble avec également le directeur de la Chambre de commerce pour regarder justement nos stratégies de levée de fonds, comment on approche nos donateurs, à quel moment. Parce que, oui, il y a toujours un stress de qui on approche, qui on sollicite. Et la demande est toujours là pour lever des fonds. Fait que comment on le fait de la bonne façon. Puis les gens ont envie de contribuer. Fait qu'on veut s'assurer qu'ils se sentent interpellés. Puis qu'on y va avec la capacité aussi de nos donateurs. Ouais. Mais l'opportunité qu'on a, c'est que notre projet n'est pas seulement pour ici. Donc, l'opportunité, c'est aussi d'aller vers d'autres bassins de donateurs, comme tu disais. Moi, je charge les gens d'une mission. Quand je les rencontre pour la première fois, je leur dis, aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, c'est pas de l'argent. Je vous demande d'être un ambassadeur de la Fondation, de parler de notre projet, d'amener les gens à le connaître, à aller voir, à faire son petit bonhomme de chemin dans votre communauté pour que les gens en entendent parler. Puis à ce moment-là, bien, quand on se présente quelque part, bien, les gens font comme « Ah, bien, moi, j'ai envie de vous aider » ou « Moi, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider ». Fait que tout cet effet boule de neige de tisser notre réseau est tellement important et ça pour tous les organismes communautaires, là, toutes les fondations qu'on a. C'est ça, mais puis c'est bon de savoir que justement, ces 3 grosses fondations-là qu'on entend parler dans le coin, pas nécessairement de coordonner, mais en fait d'avoir une certaine réflexion ensemble. Oui. Parce que justement, si vous arrivez les 3 en même temps avec un tournoi de golf, à aller chercher le même monde d'affaires, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une limite. Fait que, je trouve ça intéressant d'avoir cette réflexion-là plus macro, là, plus étendue. Et comment... En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment on s'y prend de créer des événements, de créer des choses qui... Comment qu'on se dit, OK, on va faire quelque chose pour essayer d'aller chercher de l'argent, mais ça demande une expertise aussi, ça demande du temps, ça demande pour monter quelque chose, pour aller chercher de l'argent. Comment qu'on s'y prend? Absolument. Puis, non seulement au niveau des fondations, au niveau des événements de levée de fonds, mais même au niveau des maisons de soins palliatifs, la chance qu'on a, c'est qu'on peut compter sur des bénévoles dévoués. Okay. Donc, on a des petites équipes aux permanences des fondations. Si on prend, par exemple, la Fondation Gisèle Faubert, là, on est 2 personnes à temps plein puis 1 personne à 15 heures par semaine pour faire tout ça. Fait que, oui, ça demande du jus de bras, mais ça demande aussi un réseau de bénévoles dévoués et de partenaires comme, je vais nommer, par exemple, Automobile en direct, qui, eux, font des activités qui sont organisées par eux pour nous redonner. Puis, il y a beaucoup comment je peux dire, de contributeurs comme ça dans la communauté qui vont faire, on appelle ça, nous, des événements par des tiers. Donc, ils prennent 100% en charge l'organisation de l'événement, coordonnent, trouvent les prix, font tout, et à la fin, ils nous redonnent les sous. Puis, comme celui qu'on a au mois d'octobre, bien, en fond, celui-là est organisé par nous à la Fondation. Fait que, oui, on met les efforts, il y a beaucoup de planification, on fait appel à notre réseau, puis on répète les événements. Bon, on sait qu'ils sont intéressants et lucratifs parce qu'il faut aussi se dire, bien, est-ce que l'effort en vaut la peine? Parce que quand tu as des ressources limitées, bien, c'est ça aussi. C'est de se dire,
on crache pas sur aucun montant, mais à un moment donné, est-ce que le temps ou l'effort investi va rapporter suffisamment pour nous aider dans notre mission? Parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre. Là. C'est ça. Donc, mais ça ressemble à quoi, là, de l'abonnement? Je sais qu'il y a un spectacle, on pourrait peut-être en parler plus. Mais c'est quoi les grands trucs que vous faites, vous? Majoritairement dans l'année, là, nous, on a trois grandes activités, là, je vous dirais. Okay. Même 4. Fait qu'au printemps, on en a toujours une qui s'appelle Bougeons pour la maison. On a un partenaire qui s'appelle Danse, Plaisir, Passion. Et ce qu'on fait, c'est une journée où les gens peuvent s'inscrire, venir faire des cours de Zumba, de toutes sortes d'activités physiques. Et puis, à ce moment-là, Danse, Plaisir, Passion organise les cours, coordonne tout ça, fournit les instructeurs. Nous, on est sur place, puis les gens payent pour venir et les fonds amassés reviennent à la Fondation. Fait que ça, c'est une des choses. Parce qu'on se dit, ce qui est important de comprendre, c'est pas parce qu'on parle de soins palliatifs qu'on est mort demain matin. On célèbre la vie quand même. Okay. Fait que c'est important de garder à l'esprit qu'il faut se garder en forme puis il faut être vivant. Fait qu'on fait ça. Généralement, après ça, au mois de juin, c'est notre tournoi de golf. Okay. Donc ça, c'est un événement quand même là, caritatif qui rapporte, là, généralement, je vous dirais, autour de 110 à 120 000, qui dégage 110 à 120 000 par différents moyens, parce qu'on a aussi des encans criés, donc des fournisseurs qui nous donnent des cadeaux, des commerçants. Donc, il y a toutes sortes de moyens pour bonifier la soirée. Et notre troisième grand événement de levée de fonds, c'est notre happening du mois d'octobre, qui est un souper gastronomique, spectacle, cocktail, et avec, encore une fois, encans criés, encans silencieux. Donc, tous ces moyens-là sont utilisés. Puis des petites campagnes entre-temps aussi où, par exemple, au temps des fêtes, on vend aussi des poinsettias, qui est un peu reconnu comme la fleur des soins palliatifs. Fait que les gens peuvent acheter des poinsettias. On a... Cette année, la campagne là, est sponsorisée par Desjardins. Donc, eux payent. Nous, on acquiert les poinsettias, mais on fait les routes, on va les livrer. Donc, mais c'est des belles campagnes. Fait que c'est comme ces 3-4 événements-là. Puis après ça, dans l'année, il y a des partenaires qui viennent nous voir et qui nous proposent justement des activités par des tiers et tout ça. Fait que ça, c'est les principaux moyens. Je vous dirais, le temps le plus difficile pour une fondation comme la nôtre, c'est maintenant. Parce qu'un coup que la maison de soins palliatifs est bâtie, les familles vivent une expérience avec leurs proches. Ouais. Fait que là, ils vont dire « Wow, hey, moi, je vais t'organiser une activité dans mon quartier. Moi, je vais te donner un don à la mémoire de mon grand-père parce qu'il a vécu une expérience ici avec sa famille. On comprend que vous avez besoin d'aide. Puis on est privilégiés d'avoir pu vivre ça avec vous autres. Fait qu'on va vous aider. » Ils vont mobiliser des gens. Les bénévoles vont venir tondre le gazon puis faire des carrés aux dates pour les vendre. Fait que toutes sortes de petites initiatives parce que les gens ont pu bénéficier et voir le bienfait. Le concret. Le vivre et voir qu'est-ce que ça l'a apporté. J'avoue, c'est ça. L'effet boule de neige va rentrer. Oui, absolument. Et y a-tu... je voulais juste voir, parce que là, mais le happening, c'est quoi cette année? Ouais? Oui, le happening cette année, c'est vraiment sous forme de souper-spectacle. Donc, c'est une soirée vraiment un peu glamour où les gens ont la chance de se mettre sur le 31, de venir à un cocktail, d'apprendre justement à connaître la Fondation. Il y a un souper 5 services et l'animation cette année, la portion spectacle est assurée par Annie Villeneuve, Geneviève Leclerc et un big band de 6 musiciens. Donc, ça va être une soirée vraiment où les gens vont pouvoir venir se divertir, danser, apprendre plus sur la Fondation et puis venir contribuer là, à réaliser la mission là, de la construction. Et ça se passe où? Le 21 octobre, au complexe Roméo V. Patnaud à Candiac, parce qu'il faut y aller aussi avec une capacité de salle suffisante pour accueillir les convives. C'est combien? On est capable d'accueillir facilement là, entre 300 et 350 convives aisément, là, pour que les gens soient à l'aise. J'avoue, c'est en mode, j'imagine, table. Oui, c'est un souper vraiment avec service et tout, là. Oui, tout à fait. Ça fait que ça prend quand même une bonne salle pour pouvoir mettre ces tables-là. Que les gens soient à l'aise. On ne veut pas que les gens aient là des petites sardines dans un petit bocal. Là. Des longues tables. Non, c'est ça. Fait que c'est aussi le but de passer du bon temps avec des amis, fait que de venir puis de bénéficier de cette soirée-là, puis de venir en même temps supporter la mission. Et ça coûte combien? Puis c'est comment qu'on se procure les billets? En fait, le coût du billet est de 325 $. Et puis, vous pouvez vous procurer les billets directement via le site web de la Fondation. Vous allez sur notre section événements. Vous pouvez vous rendre là. Et il y a même des plans de partenariat là, pour nous aider encore plus si les gens ont envie de s'impliquer encore plus. Mais la présence, déjà, c'est un beau moyen et d'aider et de
de passer une belle soirée aussi. Ouais, c'est ça. Parce que quand on pense aujourd'hui à aller à une soirée, souper, assister à un spectacle et tout ça, Ouais, le budget est assez vite dépensé. Ça va coûter ça, 300. Ça Ça m'a déjà coûté ça, en tout cas. Oui, effectivement. Fait on sait qu'en même temps, on est garanti d'avoir une soirée super et puis de faire un bon geste. Oui, c'est ça. Fait que, exactement. Et puis, mais c'est ça, ça m'est revenu, mais quand tu dis en camp crié, ça doit être le fun à vivre. C'est vraiment chouette. Ça doit être drôle, justement, dans un contexte, parce qu'on le voit dans les films, il n'y a personne qui va vraiment dans des encamps. Oui, comme tel. Comme tel. C'est rare, en tout cas, les gens qui y vont. Fait que de le vivre, ça doit être un moment le fun de la soirée. Là, oui, puis il y a de l'engouement, puis les gens veulent la petite compétitivité. Ça part, là, moi. Puis, oui, en fait. Puis il y a même des fois où on double le prix parce qu'il y en a deux qui le veulent, puis ils veulent donner un montant X. Fait qu'on va dire, parfait, toi, tu le veux. Vous aurez chacun votre portion et puis fait que c'est vraiment le fun puis il y a vraiment de l'engouement puis ça met du piquant dans la soirée. Et peut-être en terminant, je sais pas, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on n'a pas couvert, que tu aimerais peut-être que j'aimerais parler un petit peu de la maison et des genres de soins qui vont être offerts aussi parce que maison de soins palliatifs, oui, on y vient pour terminer ses jours, mais les maisons de soins palliatifs, c'est pas juste pour les patients. C'est de l'accompagnement aux familles, c'est du soutien psychologique. C'est aussi, éventuellement, il y aura des salles multifonctionnelles au sous-sol où il y aura des centres de jour, de l'accompagnement, de l'art-thérapie, des conférences sur le deuil. Fait que vraiment une panoplie de choses. Parce que quand on arrive en maison de soins palliatifs, on ne prend pas juste le patient en charge, on prend sa famille. Ouais. Il y aura même une chambre spécifiquement dédiée aux familles qui veulent rester sur place. Donc, une chambre supplémentaire. Puis c'est vraiment un peu comme une mini-suite, là. Salle de bain, buanderie, les gens peuvent manger sur place. Donc, on accompagne tout le monde dans ça. Un grand salon. Puis comme on dit, des fois, c'est drôle. Tu sais, des fois, tu es à l'hôpital, puis tu as envie de manger un grilled cheese à 2 h du matin, là. Ouais. Mais nous autres, on va te le faire. OK. Fait qu'il va y avoir il y a toute cette flexibilité-là. L'accompagnement est là 24/7. OK. Fait qu'on est... On est là pour les gens, pour les familles, pour profiter au maximum du temps. Ça, c'est important. Ça. Puis, j'ai vu, là, vous aviez une espèce de maquette 3D là, de ce que ça va avoir l'air. Je l'ai regardé avant que tu arrives. Puis, c'est ça, c'est magnifique. Là. Ça a l'air de petites chambres d'hôtel, là, en fait. Effectivement. Là, seulement que c'est un lit... plus hôpital, là, si on veut, mais la chambre en tant que telle a l'air vaste. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est fait sur le long. Oui. Fait que pourquoi on a fait ça? Oui, c'est ça. Toutes les chambres vont être alignées du même côté pour 2 raisons. Pour assurer la quiétude aux patients, premièrement, et à tous les jours, ils auront le coucher de soleil dans leur chambre. Oui, c'est ça, OK. Fait que ça va être du côté ouest. Okay. Et non seulement ça, c'est qu'il n'y aura pas d'air de circulation de ce côté-là. Parce qu'on veut que les patients aient aussi leur privauté, leur intimité, parce qu'ils vont avoir des meilleures journées, puis il y en aura des moins bonnes, où ils n'auront peut-être pas le goût de voir personne, mais ils pourront quand même regarder dehors, profiter de la beauté de la nature, du soleil. Comme tu disais, les chambres, très important, on ne veut pas que ça ait l'air des chambres d'hôpital. Parce qu'il y a quand même un processus à faire quand on arrive. On n'est peut-être pas prêt à tout voir vers où on s'en va. Mais au fur et à mesure, la chambre va être quand même optimale pour offrir les soins aux patients parce qu'on veut aussi que le personnel soignant ait tout ce qu'il faut à portée de la main, mais c'est pas obligé d'être à la vue, de se dire « Oh my God, la chambre d'hôpital, on le sait, on arrive, il y a des branchements d'oxygène, il y a les néons, il y a ci, il y a ça. » Là, c'est une belle chambre et une salle de bain privée. Puis au fur et à mesure, on rentrera les équipements nécessaires là, pour prendre le patient, prendre soin de sa condition au fur et à mesure où elle changera. Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça magnifique. Là, ça va l'air vitré partout. Les salles. Le salon. Le salon, c'est ça. Puis une chose qui va être spéciale à notre maison, c'est la terrasse, où ce sera une terrasse couverte. Oui. Et la porte sera assez grande pour qu'on puisse sortir les lits des patients à l'extérieur. OK. Parce qu'à un moment donné, quand on évolue dans la maladie, ça peut arriver qu'on est plus faible, on a de la misère à se déplacer. Donc, les gens pourront profiter de l'extérieur tant qu'ils en auront envie. Fait que pour nous, ça, c'est important de donner accès à cette beauté, cette quiétude. Tu sais, un peu ce que tu disais tantôt, j'arrivais à l'hôpital, je me sentais un peu oppressée. Il y a tout le temps une effervescence, ça bouge, code bleu, tu sais. Fait que là, c'est le calme, la quiétude, la tranquillité. J'ai le goût de lire.
c'est zen. Je m'assois dehors, j'entends les oiseaux. Fait que c'est tout cet environnement-là de calme, de sérénité, de dignité qu'on veut donner aux gens et aux familles. C'est ça. C'est 9 chambres. C'est 8 chambres. 8 chambres. Et puis, ça peut paraître étonnant parce que les gens vont dire 8 chambres, c'est pas beaucoup. Mais 8 chambres, ça aide 185 à 200 familles par année. C'est ça. Parce que c'est, comme on dit, c'est pas... T'arrives pas dans un logis pour un mois, un an. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est pour un séjour à durée limitée, ce qui fait qu'on est capable d'accompagner là, entre 185 et 200 familles par année avec 8 lits. Mais c'est ça, mais à 8 lits, c'est ça, c'est pas, mettons, le personnel soignant n'est pas justement comme à l'hôpital. C'est... Tu sais, tu ne seras pas submergé, là, tu sais. Non. Justement, vous avez le temps ratio. De sortir quelqu'un, le lit dehors, il y a plus de calme. Puis le ratio, là, en maison de soins palliatifs, c'est une infirmière pour 4 patients. OK. À l'hôpital, souvent, c'est une infirmière pour l'étage. L'étage, oui, c'est ça. Fait que c'est tout ça, cet accompagnement-là qui est présent. Et non seulement ça, les bénévoles, il y a une formation spéciale que les gens suivent qui s'appelle Albatros. Okay. Donc, la formation Albatros est une formation spéciale pour les bénévoles qui accompagnent des gens et des familles en soins palliatifs. Fait qu'il y a une écoute, il y a tout ce réseau de réconfort, de bienfaisance, de bienveillance qui s'installe autour des gens. On a atteint notre temps. Et je pense qu'on a tout couvert, on a parlé en masse. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, puis votre spectacle le 21 octobre. Bien, merci. Puis, vous savez, c'est pas de la chance qu'on a besoin, c'est du soutien. Du soutien, oui, c'est puis, ça. Je suis contente que vous l'ayez mentionné parce que, dans le fond, chaque petit geste fait une différence. Le fait d'être ici puis de pouvoir en parler, c'était une chance inestimable. Puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette tribune.